Je m'appelle Pascal, j'habite à Montréal, je suis technicien de bureau depuis une dizaine d'années. J'ai terminé mon secondaire en 1992 et si je suis là, c'est pour vous parler d'un sujet très important. Maintenant, on va faire un tout petit jeu. Je vais vous nommer certaines personnes et vous devez tout simplement déterminer si vous les connaissez ou pas. On commence. Lady Gaga, Georges Saint-Pierre, Miley Cyrus, Justin Bieber, Céline Dion, Bill Gates, Cindy Crawford, Lucien Bouchard, ex-politicien, Rachid Badouri. En plus du fait que la plupart de ces personnes-là soient riches, célèbres et très talentueuses, elles ont hélas un autre point commun qu'elles partagent avec beaucoup d'étudiants dans le monde entier. Est-ce que vous savez ce que c'est? Elles ont toutes été victimes d'intimidation durant leur jeunesse. Eh oui, on ne le croirait pas et pourtant c'est le cas. Par exemple, Rihanna s'est fait harceler jusqu'à sa dernière journée d'école au primaire parce qu'elle avait la peau trop claire. Justin Timberlake. Il a déjà déclaré « J'étais un souffre-douleur. J'avais beaucoup d'acné, mes cheveux étaient bizarres et mes bras trop longs. » Tom Cruise. L'acteur a été victime d'intimidation dans une quinzaine d'écoles différentes parce qu'il est dyslexique, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de lecture. Kate Winslet. Elle était plutôt enrobée à l'âge de 15 ans et on la surnommait Blubber, ce qui signifie graisse. Rosie Huntington-Whiteley. Une top modèle qui a aussi joué dans le film Transformers 3. Elle pleurait souvent le soir. On l'insultait dans la cour d'école en la traitant de grosses lèvres. Eminem. Il a été battu dans les toilettes et les couloirs. On le poussait dans les casiers, tout ça principalement parce qu'il était nouveau. Jessica Alba. On la harcelait tellement que son père marchait avec elle jusqu'à l'école pour la protéger. Elle allait manger son lunch au local des infirmières parce qu'elle ne voulait pas s'asseoir avec les autres filles. Victoria Beckham. À l'école, ses persécuteurs lui lançaient des trucs qu'ils trouvaient dans des flaques d'eau. Aucun de ses amis ne la défendait quand on s'en prenait à elle. Robert Pattinson. Il aimait déjà montrer ses talents d'acteur, ça ne plaisait pas à ses camarades. Il s'est souvent fait tabasser quand il était plus jeune. Comme vous pouvez le constater, personne n'est à l'abri de l'intimidation. Non, personne. Vous noterez qu'il existe plusieurs formes d'intolérance. Par exemple, depuis les attentats du 11 septembre 2001, on a vu à travers le monde des poussées d'islamophobie, c'est-à-dire la phobie de l'islam. Mais je vais surtout me concentrer sur 3 formes d'intolérance. Le sexisme, le racisme et l'homophobie. Essentiellement parce que durant mon existence, j'ai surtout accumulé de l'information sur ces 3 formes d'intolérance-là. Mais il est évident que les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à beaucoup d'autres formes d'intolérance. Si j'en sais autant sur l'intimidation, c'est parce que j'en ai subi énormément dans ma jeunesse. Ça a commencé dès la fin du primaire. Dans les cours d'école, dans les autobus scolaires, dans les corridors, même à la cafétéria, des fois je me faisais insulter. Je me suis même déjà fait tabasser sur les épaules. J'avais les épaules vraiment couvertes de bleu. On me traitait de tous les noms, de niaiseux, de tweet. Et comme j'étais extrêmement timide, j'avais pas de petite copine, alors on me traitait de tapette, bien que je ne sois pas homosexuel. Et ça a continué jusqu'en secondaire 3. Là, ça a vraiment atteint un sommet vraiment inégalé. À mon époque, c'est-à-dire vers la fin des années 80, c'était un sujet très tabou. Alors naturellement, on n'en parlait pas dans les cours d'école, donc forcément, je ne savais pas comment faire face à ce problème-là. Alors, je me suis mis par exemple à arriver presque en retard à l'école pour que les gens n'aient pas le temps de m'écœurer dans le cours d'école. Je me suis mis à être encore plus renfermé, taciturne, et naturellement, ça faisait juste empirer les choses parce que les gens m'écœuraient encore plus. Comment est-ce que j'ai réussi à passer au travers? Eh bien, je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, examinons ensemble quelques cas tristement célèbres. Alex, du film Bully, Intimidation, dans l'Iowa. Affligé d'une déformation faciale et d'un léger retard intellectuel, il angoisse chaque matin à l'idée d'aller à l'école. Dans l'autobus, dans la cour de récréation, on l'abreuve d'insultes et de menaces, comme « je vais te tuer, face de poisson » et t'enfoncer un manche à balai dans le cul. Jamie Roddy Meyer, il s'est suicidé en 2011 à l'âge de 14 ans. On se moquait de lui parce qu'il était homosexuel. Il avait même lancé un appel à Lady Gaga, une artiste ouvertement favorable aux droits des homosexuels, un appel qui a été entendu. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché de passer à l'acte.
L'artiste lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage durant un de ses spectacles. Let's do this one for Jamie. David Fortin, qui a disparu en 2009 après avoir été harcelé à l'école et qui n'a pas encore été retrouvé. Marjorie Raymond, en 2011, elle s'est pendue à l'âge de 15 ans. Une de ses intimidatrices s'était vantée sur sa page Facebook de lui avoir enfoncé la tête dans son casier. Rita Person, en 2013, elle s'est suicidée, brisée par la circulation sur Internet d'une photo de ce qu'elle avait vécu comme un viol collectif lors d'une soirée où l'alcool coulait à flot, ce qui montre ainsi une des conséquences du fléau de la cyberintimidation. Ce qui m'amène à mentionner Amanda Todd. Harcelée pendant des mois sur Internet par un inconnu qui connaissait tout d'elle, elle s'est donné la mort à l'âge de 15 ans. Ariane Thibault, début 2014, elle se faisait traiter de grosse fille qui ressemble à un garçon. Depuis, elle a disparu, mais contrairement à David Fortin, elle a fort heureusement été retrouvée et l'humoriste Rachid Badouri a d'ailleurs publié un message d'encouragement à son intention. Jasmin Roy, qui a relaté dans son livre Hostitifif comment il se faisait harceler à cause de son homosexualité, ce qui l'a amené à créer la fondation qui porte son nom pour venir en aide aux jeunes victimes d'intimidation au Québec. Lui aussi fait des conférences dans les écoles. Parlons maintenant des prétendues solutions faciles. Il y en a qui préconisent de changer d'école le jeune qui se fait intimider. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Premièrement, parce que ça revient à pénaliser la victime et non pas le bourreau. Et deuxièmement, parce que non seulement ça ne donne pas du tout d'outils à la personne qui se fait intimider pour faire face à ce genre de problème-là, mais en plus, ça ne fait pas du tout en sorte que les personnes qui intimident mettent fin à leur moquerie et à toutes leurs intimidations. En ce qui concerne l'intimidation, je considère aussi que le suicide n'est pas une option, parce qu'en faisant ça, on donne la victoire à ces intimidateurs. On leur fait croire qu'ils triomphent en poussant leurs victimes au suicide. Au contraire, il faut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux autres. Et surtout, il faut montrer à ces intimidateurs que dans le fond, ils font souffrir les autres seulement parce qu'ils ont peur eux-mêmes d'être rejetés. Vous savez, dans la vie, il y a deux façons de s'élever. Soit en augmentant ses capacités, ses connaissances et tout ça, et parfois même on peut aider les autres à en faire autant, soit en rabaissant les autres de manière à ce que par rapport à eux autres, on ait l'air plus fort ou plus performant. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'intimidation. Les gens qui intimident essayent de rabaisser les autres pour que par rapport à eux autres, ils puissent se sentir supérieurs et surtout avoir l'air supérieur auprès des gens. Mais vous ne pensez pas que dans le fond, ça montre que c'est eux autres qui manquent vraiment de confiance en eux? Il ne faut pas non plus se transformer soi-même en bourreau, parce qu'on doit apprendre à se défendre et non pas à attaquer inutilement, sinon on devient comme les intimidateurs eux-mêmes. Pour paraphraser le roi lion, être brave, ce n'est pas courir après les ennuis, c'est faire face aux ennuis quand eux viennent à nous et essayer d'y mettre un terme. Chose très importante, quand on veut régler un problème, il faut s'attaquer à la source, pas aux symptômes. Aussi bien le dire d'emblée, il n'y a pas de solution facile, rapide et absolue au problème de l'intimidation. Par contre, il y a des pistes de solutions, c'est-à-dire des solutions qui, à défaut de régler tous les problèmes, permettent de régler certains problèmes et peuvent parfois donner des résultats très surprenants. Pour commencer, il est important d'en parler, de ne pas tout garder pour soi. Parce que c'est exactement l'erreur que j'ai commise dans ma jeunesse. Je me suis renfermé, je me suis isolé, je suis devenu taciturne, solitaire. Et malheureusement, ça n'a fait qu'empirer les choses. Non, ce qu'il faut, c'est aller en parler à quelqu'un de confiance. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être le psychologue ou la psychologue de votre école, ou ça peut être un service téléphonique spécialement pour les jeunes qui ont des problèmes d'intimidation. Renseignez-vous autour de vous, il y a sûrement quelqu'un dans votre école à qui vous pouvez vous confier. Les jeunes intimidés ne doivent pas seulement être protégés, on doit également leur apprendre à se défendre. C'est pas toujours facile, mais c'est parfois possible. Une des méthodes pour ça, c'est de développer un sens de la répartie. Tenez par exemple, j'ai un ami qui est beaucoup plus âgé que moi. Il m'a déjà dit qu'à son époque, lui qui était relativement petit et chétif, il se faisait beaucoup intimider par une grande brute. Puis à un moment donné, il lui a tout simplement dit « Tu te sers de tes poings simplement parce que tu ne sais pas te servir de ta tête. » Et apparemment, depuis ce temps-là, cette brute-là n'a plus jamais osé lever la main sur lui parce qu'il se disait, si je le fais, ça va lui donner raison. Ça va montrer à tout le monde que je me sers de mes poings juste parce que je ne sais pas me servir de ma tête.
Un autre fléau des temps modernes, la cyberintimidation. C'est-à-dire que l'intimidation n'est plus seulement dans les cours d'école comme à mon époque, elle est désormais sur le web. Par exemple, il y a des jeunes qui envoient des messages haineux à leurs victimes, il y a des gens qui les filment avec leur téléphone cellulaire, ou alors qui diffusent sur Internet sans leur consentement des extraits vidéo qu'ils ont eux-mêmes filmés. On l'a vu par exemple avec le fameux Star Wars Kid, Ghislain Raza, qui lui, fort heureusement, s'en est très bien tiré, mais malheureusement, d'autres personnes n'ont pas eu la même chance que lui. C'est une abomination, d'accord, mais ça peut aussi servir de pièce à conviction. Parce que dites-vous bien que chaque fois qu'on met un message ou une image sur le web, même si on l'efface par après, ça laisse toujours des traces. Et ça peut être utilisé contre les personnes qui intimident. Imaginez l'ironie dans toute la situation suivante. Vous réussissez, grâce aux textos, aux images courriels, etc., à prouver que telle personne vous a intimidé. Vous utilisez tous ces éléments-là contre elle dans un procès. Et imaginez après ça si vous dites à cette personne-là, « Merci beaucoup de m'avoir fourni toi-même les preuves pour te faire arrêter. » Un autre point très important, les témoins. Combien de fois est-ce que vous avez été témoin d'actes d'intimidation dans votre école? Et combien de fois est-ce que vous avez songé à dénoncer ces actes-là? Vous ne l'avez pas fait? Mais pourquoi? Parce que vous aviez peur de devenir à votre tour la cible des personnes qui intimident? Mais vous ne pensez pas qu'en restant à ne rien faire, vous encouragez silencieusement ces personnes-là? Vous faites comme si de rien n'était? Comme si vous banalisiez la situation? Vous pensez que ça va régler le problème, ça? Au contraire. Si vous craignez vraiment que les personnes qui intimident s'en prennent à vous, alors vous n'avez qu'à les dénoncer anonymement. Vous n'avez qu'à aller voir la personne qui s'occupe de l'intimidation dans votre école, ou de lui envoyer un message par courriel, si vous voulez, ou de lui laisser un message, une lettre, n'importe quoi, un coup de téléphone, n'importe quoi pour dénoncer la situation et pour chercher un moyen pour y mettre fin. Et si plus tard vous avez vous-même des enfants qui se font intimider, dites-vous bien que vous allez beaucoup aimer mieux que leurs camarades dénoncent ce qui se passe plutôt que de rester à ne rien faire. Une autre piste de solution. Supposons qu'un jeune vole un sac de chips dans un dépanneur. Si on se borne à lui donner une petite tape sur les doigts, il va recommencer dès qu'il en aura l'occasion. Mais si à la place, on le force à rapporter l'objet volé au dépanneur et à s'excuser, là, je peux vous garantir qu'il va s'en souvenir toute sa vie. Si on transpose ça à l'intimidation, ça donne quoi? Vous ne pensez pas que si on forçait d'une façon ou d'une autre les jeunes qui intimident à s'excuser auprès de leurs victimes, qu'ils y penseraient à 2 fois avant de recommencer? J'en arrive maintenant à ma piste de solution favorite, qui permet non seulement de gagner de l'estime de soi, mais parfois aussi du respect auprès des autres, et par le fait même de diminuer dans certains cas l'intimidation à notre égard. Pour mieux vous la faire comprendre, laissez-moi vous parler de David Elfgott, dont la vie a été immortalisée dans le film Shine, le prodige. David Elfgott, c'est un musicien qui, entre autres en raison de la terrible pression et surtout de l'intimidation qu'a exercée sur lui son père tyrannique, a sombré dans une terrible dépression, tellement profonde qu'il est resté durant de très nombreuses années dans un institut psychiatrique. Quand il en est ressorti, il avait naturellement énormément de difficultés à s'adapter à la vie ordinaire en société, et entre autres, ça le conduisait à négliger son apparence. Il avait l'air d'un clochard, et en conséquence, les gens se moquaient de lui à cause de son apparence négligée. Seulement, regardez bien ce qui va se produire. Sylvia, ton chat de gouttière remet ça. Tu veux que je t'en débarrasse? Non, laisse. Alors, mon petit père, tu vas nous jouer un petit quelque chose? Oui, un petit père, un petit quelque chose, un petit quelque chose. Oh, bravo, bravo, bis. Allez, vas-y, chauffe, Rubinstein. Bon, ça suffit, Sam. David. Comme vous pouvez le constater, dès le moment où
il se met à pianoter, l'attitude des gens à son égard change du tout au tout. Eux qui le méprisaient d'abord au début, ils découvrent ainsi qu'il a un talent qui ne paraît pas au premier abord et qui pourtant est bien présent. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout le monde qui est capable de clouer le bec à ses intimidateurs d'une manière aussi radicale. C'est pas tout le monde qui est capable de faire preuve d'un talent aussi extraordinaire. C'est vrai. Moi non plus, j'aurais jamais été capable d'avoir ce talent-là. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé d'autres talents. C'est ça la clé, développer ses propres talents. Pas de problème. Je suis au devant. Non mais t'as entendu ça, c'est bien ça. Merci. Merci. Champagne, cigarette. Oh, tout habillé, vivante. Tu nous joues le numéro 5 de Beethoven? D'accord, mon petit père, la symphonie ou surtout... En fait, le simple fait de se développer, que ce soit sur le plan artistique, sportif, intellectuel, scientifique ou autre, ça peut permettre d'acquérir de l'estime de soi et même du respect auprès des autres. Et quelques exemples concrets? Antoine Quentin, un jeune franco-ontarien, le look classique d'un intellectuel à lunettes, qui se fait trop souvent écœurer dans les cours d'école, et pourtant, il est capable de résoudre un Rubik's Cube en moins de 15 secondes d'une seule main. Il n'y a pas grand-chose qui peut battre ça. Bon, à part peut-être F dans le film Wall-E, mais ça c'est une autre histoire. Voyez aussi ce jeune-là. Malgré le fait qu'il soit unijambiste, il a réussi littéralement à convertir son handicap en force. Parce que voyez-vous, le fait qu'il n'ait qu'une seule jambe, non seulement ça ne l'empêche pas de faire de merveilleux mouvements de breakdance, mais en plus, au bout du compte, ça lui facilite la tâche. Du fait que son handicap le rend plus léger, il a plus de facilité à effectuer les mouvements. Et au bout du compte, voyez à quel point tous ses amis sont enthousiastes de le voir réaliser des prouesses de breakdance aussi fabuleuses. Vous pensez qu'après, ils auraient envie de l'intimider? Et puisqu'on parle de personnes qui ont réussi à surmonter de grands handicaps, laissez-moi vous présenter un de mes meilleurs amis. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans, je suis le coloc de Pascal et je suis non-voyant de naissance. J'ai fréquenté durant tout mon primaire et une partie du secondaire une école spécialisée pour personnes ayant une déficience visuelle, ce qui ne signifie pas pour autant que nous étions à l'abri de l'intimidation. Dans mon cas, j'adorais lire et jouer du piano, j'étais un enfant très sage et en conséquence, pour les autres élèves, j'étais un jeune rejeté et qui était isolé socialement. Donc, on a tout fait en sorte pour essayer de me sortir de mon isolement. Des enseignants s'en sont mêlés et les élèves n'ont pas toujours été par la bonne méthode. Les moqueries verbales de toutes sortes ont fusé, tant et si bien que j'ai fini par agresser un élève qui avait absolument rien à voir là-dedans, puisque je devais extérioriser toute cette frustration que cette intimidation me faisait ressentir. Suite à cet incident, j'ai envoyé une lettre d'excuse au jeune en question pour lui faire part que j'étais sincèrement désolé de tout ce qui s'était passé, ce qui était le cas. Par la suite, j'ai rencontré un jeune dans un camp de vacances qui est venu se joindre à notre école pour finaliser ses études secondaires. Et à l'époque, moi j'étais en secondaire 1 et lui en secondaire 2 et nous sommes immédiatement devenus amis puisque nous partagions certains intérêts communs.
Nous avons commencé par être ensemble et lui était rejeté puisqu'il était ami avec le rejet, comme on disait à ce moment-là. Mais tranquillement, il a voulu rajouter des gens à notre bulle et après quelque temps, il a réussi à vaincre mes réticences et c'est ainsi que nous avons été acceptés par les autres. En secondaire 4, j'ai décidé d'aller étudier à la polyvalente de mon quartier pour terminer mes études secondaires. Pendant toute ma scolarité, j'avais été dans un milieu spécialisé, ce qui n'était pas le cas de la plupart de mes camarades. Et je devais me familiariser au milieu régulier, puisqu'à partir du cégep et de l'université, il existe tout plein de ressources pour les étudiants handicapés, mais pas d'endroits spécialisés en tant que tel pour les études. Donc, j'ai dû gérer une surabondance d'attention que je ne savais pas comment gérer. Et plus tard, j'ai dû travailler sur ma personnalité pour apprendre à vaincre cette timidité que j'avais, produit probablement en partie de ma personnalité, mais aussi de cette intimidation que j'avais subie à l'école. Ce qui ne m'a pas empêché d'être autonome puisqu'aujourd'hui, je suis en appartement et je suis aux études à l'UQAM. Vous savez, pour citer Einstein, toute personne est un génie. Mais si on juge un poisson uniquement sur sa capacité à grimper un arbre, il va passer toute sa vie à se prendre pour un imbécile. Moi-même, une des principales méthodes que j'ai utilisées pour me sortir de l'intimidation, ça a été de me développer sur le plan artistique, sportif, etc. Je me suis par exemple mis à participer à des spectacles, des comédies musicales, c'est-à-dire à me développer en théâtre, en danse et en chant, au niveau amateur, je le reconnais. Et j'aimerais à ce sujet citer une anecdote. Lorsque j'ai participé à une reprise du Fantôme de l'Opéra au niveau amateur en 1993, ce que j'ignorais, c'est que le fils d'une des femmes qui était dans la troupe avec moi était un des jeunes hommes qui m'avait beaucoup intimidé dans ma jeunesse. Il est venu me voir après le spectacle et il m'a félicité. Naturellement, ça m'a fait un choc. Et par la suite, j'ai appris, grâce à sa mère, qu'il lui avait dit, juste après le spectacle, « Tu sais, quand je pense à quel point on s'est moqué de lui pendant des années, puis que je regarde tout ce qu'il a été capable de faire sur scène maintenant, je me dis que franchement, il vaut bien plus que ce que moi je valais quand je me moquais de lui. » Vous pensez bien que ça m'a fait tout un choc d'apprendre ça. Comme le disait si bien ce cher Rocky Balboa, l'important ce n'est pas le nombre de fois que l'on tombe, c'est le nombre de fois que l'on se relève. C'est ce qui s'appelle faire preuve de résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? Eh bien voilà. Si vous prenez par exemple une canette de métal comme celle-là et que vous l'écrasez, quand vous la lâchez, elle ne reprend pas sa forme originale. Par contre, si vous prenez par exemple cette éponge, que vous la pressez et que vous la relâchez, elle va reprendre sa forme originale. Ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus résiliente que la canette. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est tout simplement la capacité pour un matériau à reprendre sa forme originelle après une déformation ou un choc. Si on transpose ça aux êtres humains, qu'est-ce que ça donne? La résilience, c'est la capacité à surmonter les difficultés de la vie. Vous voulez d'autres exemples? Commençons par Susan Boyle. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay. Mais dès qu'elle se met à chanter, I dreamed a dream in time gone by. When hope smiles like this, so different from the spell I'm living, so different now from what it seems. Susan Boyle. Malgré un physique plutôt ingrat, sa voix sublime lui a permis de se démarquer à l'émission Britain's Got Talent. Et maintenant, elle est multimillionnaire et elle enchaîne spectacle après spectacle, succès après succès, CD après CD. Elle est bien la preuve que, même si on a un physique ingrat sur certains points, on peut très bien se démarquer sur d'autres points et par le fait même devenir très populaire. Avouez que c'est renversant.
Il y a des cas encore innombrables de gens comme ça qui, malgré un physique plutôt ingrat, ont réussi à performer parfois au niveau international de manière extraordinaire. Voyez par exemple dans le film La Note Parfaite 1 et 2, Rebel Wilson et Easter Dean, qui ont réussi à accomplir des performances parfois vraiment remarquables. Parlons maintenant de l'intolérance basée sur l'orientation sexuelle. Vous avez sûrement entendu parler du film Le jeu de l'imitation. C'est magnifique. C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toutes leurs communications importantes. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Laissez-moi essayer. Parfois, ce sont justement ceux à qui on ne pense jamais, qui font les choses auxquelles personne n'aurait jamais pensé. Ce film relate l'histoire de Alan Turing, considéré comme l'Einstein des mathématiques. C'est un des pères fondateurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a réussi à décrypter les codes de la machine Enigma utilisée par les sous-marins allemands, ce qui a permis aux Britanniques d'intercepter plusieurs messages importants stratégiquement. Selon certains historiens, le génie d'Alan Turing a permis de raccourcir la Seconde Guerre mondiale d'au moins 1 ou 2 ans et donc d'épargner des millions de victimes supplémentaires. Et pourtant, en 1952, quand on a découvert son attirance pour les hommes, il a été condamné pour outrage aux bonnes mœurs, il a perdu son poste, subi une castration chimique, et 2 ans plus tard, le mathématicien est mort, apparemment pour cause de suicide, à l'âge de 41 ans. Il a fallu 60 ans pour le réhabiliter officiellement. C'est le cas de le dire, il a sauvé le monde, et on l'a condamné simplement parce qu'il aimait les hommes. Un exemple parmi tant d'autres des ravages que les préjugés peuvent faire. Imaginez tout ce qu'il aurait pu accomplir de plus si les gens avaient été plus ouverts d'esprit à l'époque. Fort heureusement, il y a aussi des histoires qui finissent bien mieux, comme par exemple le chanteur Mika, qui a vendu plus d'1 million d'albums et qui s'occupe de l'émission La Voix en France. Un autre exemple très positif, le journaliste de Radio-Canada François Cormier, qui a révélé son homosexualité tout récemment. 24 heures plus tard, il avait 35 demandes d'amitié sur Facebook, 55 partages de la vidéo où il fait sa sortie du placard, des milliers de visionnements et surtout des centaines de commentaires tous pertinents. Il y a aussi l'acteur Zachary Quinto qui a participé à la série Heroes ou qui joue le rôle de Spock dans les nouveaux films de Star Trek. Il y a aussi Jason Collins, joueur de basketball, un milieu considéré comme machiste pour les vrais hommes hétéros. Il y a aussi Ariane Moffat, chanteuse québécoise prolifique, qui a eu 2 jumeaux avec sa conjointe Florence. Darren Young, un catcheur états-unien, un autre milieu très machiste et rempli d'hommes considérés comme étant hyper virils, ce qui ne l'empêche nullement de filer le parfait bonheur avec son amoureux. Wentworth Miller, un acteur notamment connu pour la série Prison Break, qui a révélé son homosexualité pour expliquer son refus d'accepter une invitation à se rendre en Russie, comme forme de protestation contre les lois homophobes récemment promulguées là-bas. Jodie Foster, une actrice qui a gagné plusieurs Oscars et qui a fait son coming out en 2007. Elle s'affiche maintenant ouvertement avec sa conjointe et les enfants qu'elle avait eus avant sa sortie du placard. Danny Turcotte, animateur, humoriste et comédien, célèbre surtout pour son personnage de Danny Verven. Neil Patrick Harris, acteur déjà connu pour la série Dr. Doogie, qui a récemment eu 2 beaux enfants grâce à une mère porteuse. Vous pensez bien que lui et son conjoint sont aux anges. Un dernier exemple, Hélène DeGeneres, animatrice qui a épousé l'actrice Portia de Rossi en 2008. Un exemple transgenre, cette fois, Léa T, un mannequin brésilien qui est devenu l'égérie de Givenchy. Parlons maintenant de l'intimidation basée sur le racisme. Vous connaissez naturellement Barack Obama, le président des États-Unis. Mais quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, c'est Barack Obama Senior, son père. Il a déjà raconté une anecdote très amusante. Il avait rencontré dans un bar un monsieur apparemment très raciste qui lui avait tenu des propos du genre « Vous, les maudits nègres, vous êtes juste des paresseux, des profiteurs et tout ça ». Et Barack Obama Senior, il n'est pas resté à ne rien faire. Il n'a pas fait semblant de l'ignorer en se disant « Bon, si je ne m'en occupe pas, il va finir par s'en aller ». Pas du tout. Au contraire, il s'est levé, il a tranquillement été vers cette personne et il lui a dit « Dites-moi, monsieur, quand vous arrivez à une intersection, qu'est-ce qui vous permet de déterminer si vous devez avancer, ralentir ou arrêter ?» Là, le monsieur a répondu « Ben, le feu de circulation. » Et là, Barack Obama Senior lui a dit « Précisément.
Et saviez-vous que les feux de circulation tricolores ont été inventés par une personne de race noire? Eh oui, ils ont été inventés par Garrett Augustus Morgan en 1923. Et son invention a été tellement pratique et efficace qu'à l'heure actuelle encore, elle est utilisée à des millions d'endroits dans le monde entier. Bon, c'est vrai que parfois, il ne faut pas exagérer non plus, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que son invention a vraiment changé le monde. Il a aussi inventé le masque à gaz en 1914, ce qui a contribué à sauver énormément de vies pendant la Première Guerre mondiale, quand le gaz a été utilisé pour la première fois comme arme de destruction massive. Et encore à l'heure actuelle, quand il y a des catastrophes, comme par exemple à Lac Mégantic, on a utilisé énormément de masques à gaz là-bas aussi pour se protéger des émanations toxiques. Vous imaginez à quel point son invention a facilité le travail des enquêteurs, le travail des décontaminateurs dans le monde entier pendant des dizaines et bientôt des centaines d'années? Un autre exemple de réussite, C.J. Walker. C'est une femme qui, il y a plus d'un siècle de cela, a fait fortune en créant une compagnie de cosmétiques à une époque où les hommes de race blanche contrôlaient presque tout le marché industriel états-unien. Un autre exemple. Vous savez déjà que, de nos jours, les transfusions de sang permettent parfois de sauver énormément de vies. À la fin des années 1930, on était déjà parvenu à transfuser du sang, mais on ne savait pas comment conserver le liquide qui, en dehors du corps, se détériore très rapidement. Saviez-vous que c'est un médecin afro-américain, le Dr Charles Richard Drew, qui a trouvé la solution? Il a mis au point un procédé pour séparer le plasma, c'est-à-dire la partie liquide du sang, de la partie solide, globules rouges, anticorps, plaquettes, etc. Et ce simple procédé permettait d'allonger considérablement la durée de conservation du sang, ce qui a permis par exemple d'envoyer des millions de litres de sang aux troupes alliées durant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui a permis de sauver là aussi des milliers et des milliers de vies. Peut-être que votre père ou que votre grand-père doit sa vie à cette technique-là. Et tout ça grâce au docteur Charles Richard Drew. Et c'était ça l'anecdote du père de Barack Obama. Vous pensez bien que le monsieur raciste, après ça, il n'y avait plus grand-chose à dire, hein? Encore quelques exemples. Anthony Cavana, humoriste. Il adore raconter l'anecdote suivante. Quand j'ai commencé dans l'émission Sans Limite avec les Bleus Poudres, les gens qui me voyaient dans la rue, ils chuchotaient « Hey, c'est le nègre à la TV ». Quand j'ai commencé à faire des spectacles solo, les gens disaient « Hey, regarde, c'est le noir qui fait de l'humour ». Et là maintenant, quand je me promène dans la rue avec des amis, le monde y crie « Hey, regarde, c'est Anthony Cavana avec 2 nègres ». Une façon comme une autre de montrer que la situation évolue lentement mais sûrement. D'autres exemples, Norman Brathwaite, animateur. Il s'est déjà fait expulser d'un restaurant à Montréal à cause de sa couleur de peau. Mais quand il sortait du restaurant, il a entendu quelqu'un chuchoter à la personne qui l'avait expulsé « Hey, c'est Norman Brathwaite, c'est une grande vedette !» Le gars s'est précipité à l'extérieur pour s'excuser, mais à mon avis, c'était tout simplement parce qu'il avait peur de faire la une du éco-vedette pour les mauvaises raisons. Gregory Charles, quand il est rentré chez lui, très jeune, en pleurant parce qu'il s'était fait intimider, sa mère lui a dit « Non seulement tu vas retourner à l'école, mais en plus tu vas porter un béret. » Et là, il s'est rendu compte que les gens se moquaient de lui non plus à cause de sa couleur de peau, mais parce qu'il avait un béret. Une façon comme une autre de prendre conscience que les intimidateurs ou intimidatrices cherchent simplement un prétexte pour se moquer des autres. Dani Alves, considéré comme le meilleur joueur défenseur du FC Barcelone. Le 27 avril 2014, un supporter d'une autre équipe lui a lancé une banane. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait? Tout simplement, il a pris la banane et il l'a mangée. Une façon comme une autre de tourner le geste en dérision. Et à partir de là, il y a eu un vent de solidarité dans le monde entier. Beaucoup de vedettes d'un peu partout dans le monde se sont mis à lui rendre hommage en mangeant eux aussi une banane. Julieta Moore, récemment décédée, qui a notamment joué dans Imitation of Life en 1959 avec Lana Turner, ça lui a valu une nomination à l'Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle, ce qui était une première pour une femme de race noire à cette époque. Et pour rester dans la même veine, Sidney Poitier, qui a été très populaire, entre autres dans les films Devine qui vient dîner et Dans la chaleur de la nuit. I'm a police officer. À cette époque-là, c'était révolutionnaire de voir des personnes de race noire qui avaient des rôles aussi importants au cinéma. Sidney Poitier avait d'ailleurs une très bonne phrase à dire dans ces circonstances-là. Ma carrière est la preuve qu'il n'est pas impossible pour une personne de race noire de performer à Hollywood, c'est simplement plus difficile.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on regarde toutes les performances extraordinaires que bien d'autres acteurs et actrices de race noire ont fait au grand écran et au petit écran aussi depuis ce temps-là, on se rend compte que ces deux-là et quelques autres ont littéralement pavé la voie du cinéma états-unien aux personnes de race noire. Une façon comme une autre d'aider à combattre les préjugés. Bon, il est vrai que parfois ça ne donne pas des résultats très probants, mais dites-vous bien que des films médiocres, il y en a partout et dans toutes les cultures, y compris ici même au Québec. Mais rassurez-vous, on produit aussi quelques chefs-d'œuvre, mais ça c'est une autre histoire. Encore quelques conseils. Si vous êtes victime ou témoin d'un acte d'intimidation, il ne faut pas faire comme s'il ne se passait rien. La pire chose à faire face à l'intimidation, c'est de rester passif, parce qu'ignorer les problèmes ne les fait pas disparaître. Au contraire, ça risque de les empirer. Pour la même raison que d'ignorer une jambe cassée, ça ne la guérit pas pour autant. Il faut d'abord la soigner et après, elle guérira. Moi, je considère qu'une des pires choses qu'on peut dire à un jeune qui se fait intimider, c'est « occupe-toi-en pas, ils vont finir par se tanner ». C'est pas vrai. Non seulement ils vont pas se tanner, mais en plus, ça risque d'empirer les choses parce que ça envoie un message de banalisation. Le jeune, à ce moment-là, il ne se sent pas écouté. Le jeune, il veut pas qu'on lui dise « occupe-toi-en pas ». Il veut qu'on lui dise comment régler ce problème-là. Comment ne plus se faire intimider, comment apprendre à se défendre face à l'intimidation. Et surtout, comment faire en sorte, idéalement, même qu'il n'y ait plus d'intimidation. Vous savez, dans la vie, si on veut que notre existence change, il faut qu'on apporte nous-mêmes le changement. Si on veut que l'intimidation cesse, ou au moins qu'elle soit diminuée dans les cours d'école, il faut qu'on s'applique nous-mêmes à la tâche. Le silence, l'intimidation et l'inaction, ce sont les conditions idéales pour que les intimidateurs essayent d'imposer leurs lois. L'intimidation, c'est un crime, et un crime, ça doit être sanctionné. Ce sont les jeunes qui intimident les autres qui doivent être punis, et non pas leurs victimes, qui l'ont déjà été bien assez comme ça. Et n'oubliez pas qu'une des principales raisons pour lesquelles certains jeunes intimident leurs camarades, c'est pour impressionner les autres jeunes qui assistent à la scène. Si vous arrêtiez de les encourager silencieusement en jouant les voyeurs et que vous choisissiez plutôt de les dénoncer, ne serait-ce qu'anonymement, comme je disais tout à l'heure, ils seraient beaucoup moins enclins à commettre ce genre d'erreur-là. Une chose très importante à retenir, on ne se débarrasse jamais complètement de ce qu'on a vécu. Simplement, on apprend à vivre avec. Et on peut même arriver à accomplir de très grandes choses, à s'épanouir, à réaliser des prouesses extraordinaires. Songez à toutes les personnes que je vous ai nommées tout à l'heure et qui, malgré tout ce qu'elles ont subi, ont réussi à accomplir des actes parfois vraiment remarquables. La même chose pourrait vous arriver, parce que vous aussi, vous avez du talent. C'est à vous d'essayer de trouver quels sont vos talents et de les développer. Ce qui, comme je vous l'ai expliqué, pourrait vous permettre d'acquérir beaucoup d'estime de soi, du respect auprès des autres, et peut-être même de devenir, tout comme ces personnes-là, une grande vedette. Vous ne trouvez pas qu'en accomplissant tout ça, ces personnes-là ont prouvé qu'elles avaient beaucoup plus de force de caractère que tous les abrutis qui les ont intimidés durant des années? Ces personnes-là sont vraiment des modèles de persévérance et de détermination à suivre. Bon, à part peut-être... et aussi... Il y a quelques années, j'ai participé à un souper retrouvailles des anciens étudiants de mon école secondaire. Il y avait évidemment quelques dizaines de personnes réunies et surtout, il y avait quelques personnes qui m'avaient fortement intimidé durant ma jeunesse. Naturellement, à cette occasion-là, il n'y en a pas un seul qui s'est excusé, pas un seul qui a osé en parler. Mais je leur avais préparé une petite surprise. J'avais réalisé un petit documentaire, ou pour être plus précis, un résumé vidéo de mes principales réalisations artistiques et sportives des 20 dernières années. Je leur ai projeté, ils ont trouvé ça très amusant, et surtout à la fin, j'avais inclus ceci. Petite question, destinée aux gens parmi vous qui se sont moqués de moi pendant des années, qui se sont jamais excusés de l'avoir fait, ou pire que ça, qui utilisent des phrases du genre « c'est du passé, tout ça », uniquement pour se dérober à leurs responsabilités. Une toute petite question. Si vous avez ou si vous aviez des enfants, aimeriez-vous qu'ils se fassent traiter à l'école de la même manière que vous m'avez traité? Et aux autres personnes, celles qui m'ont respecté, je dis au plaisir de vous revoir dans 10 ans. En terminant, j'aurais quelques petites questions aux jeunes qui intimident les autres. Si vous étiez devant les parents des jeunes que vous intimidez, qu'est-ce que vous leur diriez pour justifier vos moqueries à leur égard? Vous n'auriez pas grand-chose à leur dire, hein? Ben dans ce cas, pourquoi est-ce que vous vous moquez de leurs enfants? Et puis surtout,
Quand vous-même, vous aurez des enfants plus tard, aimeriez-vous qu'ils se fassent traiter à l'école de la même manière que vous traitez ces personnes-là? Merci de votre attention et à la prochaine.